Alors, j'ai commencé à apprendre le français quand j'avais 18 ans. Je suis venue habiter en France quand j'avais 21 ans. Donc, j'ai sûrement plus de recul sur la langue française que la plupart d'entre vous, puisque je pense que l'immense majorité des personnes qui me regardent sont français ou en tout cas francophones. Et c'est normal, hein, j'ai pas grandi avec cette langue dans les oreilles, donc il y a certaines expressions que je vais avoir une certaine tendance à analyser, peut-être beaucoup plus que la plupart d'entre vous. Et il y a une expression qui me perturbe sincèrement, qui est l'expression trop bonne, trop conne. Déjà toujours prononcée au féminin, mais ça, je peux même le comprendre. Vous allez comprendre pourquoi je le comprends dans quelques instants et pourquoi je parle d'ailleurs de ça dans une chaîne de sophologie dans quelques instants. Mais le fait est que cette expression me perturbe parce que à chaque fois qu'elle est prononcée donc par une personne qui estime avoir été trop bonne et donc trop conne, ça vient toujours avec une illustration, un exemple, hein, j'ai fait ci, j'ai fait ça, trop bonne, trop conne. Et dans cette illustration, dans cet exemple que cette personne donne de son attitude, qui est jugée comme étant donc trop bonne, je ne vois jamais un excès de bonté, puisque si on prend l'expression trop bonne, on est en train de parler d'un excès de bonté ou d'un excès de gentillesse, pour utiliser un mot un peu plus courant. Et pour moi, quand j'écoute cette personne parler ou ces personnes parler, je n'entends jamais un excès de gentillesse ou un excès de bonté. J'entends toujours plutôt une difficulté, une absence totale de capacité d'affirmation. Et l'incapacité à s'affirmer et un excès, et la gentillesse en tout cas, sont deux choses complètement différentes. S'affirmer est quelque chose de positif, hein. Donc dans cet exemple-là où la personne se dit trop gentille, en réalité, elle a manqué de capacité de s'affirmer, elle n'a pas su dire non, elle n'a pas su fixer ses limites, elle n'a pas su se faire respecter, elle s'est retrouvée dans une situation donc, dans laquelle elle n'avait pas envie d'être, et ça n'a rien à voir avec la bonté et la gentillesse. Et c'est ça le problème, c'est que dans l'inconscient collectif, d'une certaine façon, on nous apprend que une personne gentille est une personne, et là, je pense que c'est encore pire pour nous les femmes, hein, c'est sûrement la raison pour laquelle cette expression est toujours prononcée au féminin, même si certains hommes vont aussi se retrouver dans cette situation. On ne peut pas généraliser, mais je reviens à ce que je disais, donc il y a dans l'inconscient collectif une espèce de lien qui se crée entre faire passer les autres en premier, ne pas s'écouter, ne pas se faire respecter et être gentil. Et comme on a tous bien sûr envie d'être des personnes gentilles, on a peut-être pas tous, mais la plupart d'entre nous, on a envie d'être des bonnes personnes, donc on va trouver que c'est normal de ne pas se respecter, de ne pas se fixer de limites, de ne pas dire non. Et là où on se rend compte que c'est pas du tout de la gentillesse, c'est que, je ne sais pas si les gens se rendent compte justement, mais c'est que quand on fait quelque chose qui est vraiment bon, qui est vraiment de l'ordre de la bonté, la bonté, elle est en lien avec l'amour, hein, l'amour de l'autre. Donc, quand on fait quelque chose à l'autre qui est de l'ordre de la gentillesse, de la bonté, on se sent bien. Hein, on se sent content de l'avoir fait, on se sent bien. Et quand on n'est pas capable de s'affirmer, ce qui est encore une fois totalement différent, on se sent mal. Hein. Quand on ne dit pas non, quand on ne se sent pas respecté, quand on n'a pas été capable de dire ce qu'on voulait réellement, hein, parce qu'on pensait que c'était comme ça qu'il fallait faire, on se sent mal, on repasse le dialogue dans notre tête 1 million de fois, on se dit qu'on aurait dû dire ci, on aurait dû dire ça, là, pourquoi j'ai pas pu faire, etc. Et on se sent en colère, et cette colère-là, elle est même pas envers l'autre, elle est envers nous-mêmes, hein, parce qu'on sait qu'on aurait dû agir différemment dans cette situation. Donc déjà, voilà, arrêtons de faire un lien entre gentillesse et manque d'affirmation. Ce n'est pas du tout une qualité de ne pas être capable d'exprimer ses propres limites. Et pourquoi je parle de ça sur cette chaîne? Parce que j'accompagne beaucoup de sophologues en supervision. J'ai moi-même un jour été une sophologue débutante, évidemment, et je vois cette difficulté à s'affirmer chez beaucoup de sophrologues débutants, et même chez certains sophologues pas débutants,
Et ça ne va pas vous rendre service. Et encore une fois, ne confondez pas ça avec l'adaptabilité qui est nécessaire dans nos accompagnements. J'ai déjà parlé de ça d'ailleurs rapidement dans une autre vidéo publiée il y a quelques temps où je parlais de la suradaptation. Ne laissons pas faire n'importe quoi à nos sophonisés sous prétexte qu'on doit s'adapter à leurs besoins. S'adapter, oui. Laisser faire n'importe quoi, y compris le non-respect de moi sophologue, non. Et d'ailleurs, je vous invite à réfléchir parce que c'est rarement un problème uniquement d'ordre professionnel. Si vous avez beaucoup de difficultés à fixer des limites, et je vais donner quelques exemples un peu plus concrets de comment ça peut se passer dans un cabinet de sophologue, mais si vous vous retrouvez dans ce que je dis là, si vous avez des difficultés à fixer des limites avec vos sophonisés, c'est rarement... Je vous invite à réfléchir, on ne peut pas généraliser encore une fois, je ne vous connais pas, voilà. Mais c'est rarement un problème uniquement d'ordre professionnel. Probablement que vous avez aussi ces problèmes-là dans votre vie personnelle. Probablement que dans votre vie personnelle, avec vos enfants, avec vos parents, avec vos amis, vos collègues de travail, vous avez aussi des difficultés à vous affirmer. Alors, il se peut que non, parce que quand on est débutant dans un nouveau métier, on a envie de bien faire, on a envie d'avoir des clients, on a envie de... Et on pense qu'en étant gentil avec nos clients, c'est de la bienveillance et on va les faire revenir. Alors que non. Si vous ne fixez jamais de limites avec vos sophonisés, exemple donc, si vous avez des sophonisés qui arrivent systématiquement en retard, et là j'insiste sur le mot systématique parce que évidemment, ça peut arriver de temps en temps qu'un sophonisé soit réellement en retard. La vie fait que on rate un bus, on est coincé dans un bouchon, il y a un truc qui se passe et on est en retard. Donc, je parle pas du client qui va être une fois en retard, du client qui va une fois annuler et peut-être pas vous prévenir. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est désagréable pour nous. C'est peut-être, on le vit comme étant un manque de respect, mais si ça arrive une fois de temps en temps, c'est normal. Je parle du client qui va systématiquement arriver en retard et ne pas vous prévenir, voire même ne pas s'excuser, de la personne qui ne vient pas en rendez-vous et qui ne prévient pas, de la personne qui va vous demander systématiquement à changer, mais à la dernière minute, c'est-à-dire qu'elle appelle le matin pour un rendez-vous dans l'après-midi. Le client qui va négocier votre tarif, qui va vous dire que normalement il ne devrait pas payer la première séance parce que la première séance, d'après lui, et non pas d'après vous, mais d'après lui, devrait être un don de votre part pour tester la sophologie. Le client qui va vous dire que votre tarif il est beaucoup trop cher parce que l'année dernière ou il y a 2 ans ou je ne sais quand, il a fait une séance avec un autre sophologue et ça coûtait 40 €, donc il comprend pas pourquoi maintenant il faut payer 60. Le sophronisé, le client qui va n'en faire qu'à sa tête durant la séance, qui va... alors, encore une fois, je parle pas du client qui ne peut pas faire certains gestes et là, il s'agit de la juste adaptation qu'il faut avoir dans les séances. Je parle du client qui vraiment va ne pas respecter les consignes parce qu'il n'a pas envie, parce qu'il remet en question le bien fondé des séances, parce qu'il remet en question le bien fondé de ce que vous êtes en train de dire de votre métier. Donc là, on est sur des clients, j'ai donné quelques exemples de clients qui ne vous respectent pas. Et ce n'est pas de la gentillesse de les laisser faire. Ou alors le client, si vous faites du domicile par exemple, qui va répondre au téléphone pendant la séance, qui ne va pas couper le téléphone parce qu'il estime que peut-être ce que vous faites là n'est pas si important que ça, n'est pas si intéressant que ça, qui va dire coucou à ses enfants qui rentrent de l'école alors que vous êtes en pleine séance. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent arriver aussi pour les séances en visio. Accepter tout ça sans rien dire n'est pas de la gentillesse. Là, vous êtes en train de vous faire marcher sur les pieds. Vous n'êtes pas content avec vous-même à l'issue de la séance. Ce n'est pas de l'adaptation. Et ça ne donne pas une bonne image de vous. Ça ne donne pas une image de quelqu'un qui est professionnel. C'est à vous de fixer le cadre. N'oubliez pas. Quand vous allez chez le médecin, c'est lui qui fixe le cadre. Quand vous allez chez le psychologue, ou chez l'ostéopathe, c'est lui qui fixe le cadre. Même quand vous allez chez quelqu'un, ou même quand vous faites de la visioconférence, c'est quand même à vous de déterminer quelles sont les bonnes conditions pour que cet accompagnement se passe bien, pour que cette séance se passe bien. Donc c'est à vous de dire à votre sophronisé
qu'il doit être dans une pièce tranquille, qu'il doit couper son téléphone, quel est le prix de cette séance, quel est le tarif de cette séance. Et si vous allez systématiquement dans son sens en disant « c'est pas grave, je suis gentille, bon, c'est de l'adaptabilité », vous ne donnez pas l'image de quelqu'un qui est très professionnel. Vous donnez une image de quelqu'un qui est extrêmement malléable. Peut-être vous donnez même une mauvaise image de la sophrologie comme étant une technique où, bon, peu importe, à la base, ça doit être fait comme ça, mais si on fait comme ça, c'est pas très grave. Et on n'a pas envie, imaginez-vous que vous allez voir un professionnel et il vous laisse faire, il vous laisse décider comment vous voulez que la séance se déroule. On n'a pas envie d'aller voir ce professionnel-là. Il ne transmet pas de la sécurité, il ne transmet pas une image de quelqu'un, de lui-même ou d'une technique qui serait très sérieuse. À la base, vous pensez peut-être bien faire, mais à la longue, vous verrez que ça va faire fuir les clients et ça ne vous apportera rien de positif, ni en termes d'image, ni en termes de nombre de clients. Et je sais combien ça peut être difficile, justement quand on a des difficultés à s'affirmer, combien ça peut être difficile de poser le cadre, de recadrer un client. Et n'oubliez pas que c'est vous qui avez raison. Peut-être que ça va vous aider en vous disant justement ce que vous dites est juste. C'est vous qui avez raison. Vous n'êtes pas en train de demander un service à votre sophonisé que d'arriver à l'heure, ou de vous prévenir s'il va avoir un retard, ou si c'est quelqu'un qui prend systématiquement rendez-vous à 16h et qu'il est systématiquement en retard à 16h, bah, peut-être qu'il faut réfléchir à un changement d'horaire. Si une personne annule systématiquement des séances, vous êtes dans votre justesse en tant que professionnel de demander à cette personne si elle a envie de continuer. Donc, dites-vous que vous avez raison de recadrer. Et je sais combien ça peut être difficile. N'hésitez pas à créer ce petit dialogue dans votre tête ou en tout cas vous entraîner. Ça peut paraître un peu bête, mais ça vous aide à repasser ce dialogue, à redire un peu ces choses que vous allez devoir dire devant votre sophronisé, tout seul dans votre voiture, quand vous êtes seul à la maison, sous la douche, peu importe, de façon vraiment orale ou uniquement mentale, mais vous devez le faire. Parfois, c'est utile de redonner le cadre et de dire si ces conditions-là ne sont pas réunies, peut-être qu'il faudrait qu'on se quitte, peut-être qu'il faudrait arrêter cet accompagnement. Donc voilà, faites-le pour vous-même. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous retrouve donc très vite pour une prochaine vidéo.